C'était l'été 1949. Le jeune géologue Vadim Kolpakov était en mission en Sibérie. Son travail consistait à dessiner une carte géologique de la région. Pendant son service, il est tombé sur quelque chose de si mystérieux et remarquable que cela allait continuer à intriguer les experts des décennies plus tard. Bien qu'il soit désormais plus connu sous le nom de cratère Patomsky, les habitants l'avaient surnommé « nid d'aigle de feu », probablement parce qu'il ressemble à un nid d'oiseau géant posé sur la colline. Mais ce qui se cachait à l'intérieur serait la découverte la plus surprenante et la plus déconcertante de l'époque. En tout cas, si tu pouvais t'approcher suffisamment pour découvrir ses secrets. Selon les habitants, même les animaux sauvages ont peur de s'en approcher. Kolpakov a commencé à s'en approcher lentement. De loin, cela ressemblait en effet à un nid d'oiseau géant. Plus il s'approchait, plus il grossissait. Le cratère semblait être récent et il était désert. Les arbres ne poussaient pas sur les pentes de cette structure naturelle et les vents ne transportaient pas assez de terre pour permettre la croissance des plantes. Quant aux animaux, aucun n'était en vue. Il a donc grimpé jusqu'au sommet et a découvert quelque chose d'incroyable. Il faisait si chaud qu'il a senti la sueur perler sur son front. C'était comme s'il était près d'une source de feu. Sa première pensée a été que cette chose était volcanique. Quand il a regardé en bas, il a vu un monticule parfaitement circulaire au milieu. La bosse ronde au centre du cratère était à peu près de la hauteur d'un poteau téléphonique standard. De telles choses n'apparaissent pas dans les volcans, même dans les volcans éteints, et il n'y en a aucun par ici qui soit lié à ce mont particulier. Incapable de résoudre l'étrange apparition de ce mauvais endroit, Kolpakov est rentré chez lui et a raconté sa découverte à tout le monde. Ce qui n'était qu'une anomalie locale allait bientôt devenir un mystère mondial. Toute la communauté scientifique a commencé à creuser et à proposer des théories. De nombreux experts ont convenu que cela devait être l'œuvre d'une météorite. Ils ont donc effectué des tests pour voir si l'impact d'une météorite pouvait créer cette structure à double monticule. Les conclusions: le cratère a probablement été formé par la chute d'un objet quelque peu sphérique, fait d'un matériau dense qui ne peut exister que dans l'espace. D'autres expériences ont révélé qu'il ne s'agissait pas d'un seul objet tombant de l'espace, mais de deux. Lorsque la première météorite a heurté la Terre, elle a explosé et a formé le cratère. Puis, le deuxième objet a suivi, mais il a été ralenti par le premier impact et s'est enfoncé profondément dans le sol. Pourtant, d'autres ont objecté que deux météorites ne peuvent pas voler l'une après l'autre et frapper la planète exactement au même endroit. Avec tant de questions encore sans réponse, d'autres experts sont arrivés dans la taïga sibérienne pour tenter de résoudre le mystère. Un groupe d'entre eux a étudié les cernes des arbres et a collecté des échantillons de bois. Ils en ont conclu que le cratère était probablement apparu il y a environ 300 ans. Ils ont aussi découvert que la végétation à cet endroit avait poussé beaucoup plus vite que d'habitude. Après avoir exclu d'autres facteurs favorisant la croissance, comme une meilleure teneur en sol et plus de soleil pendant une certaine période, il ne leur restait plus qu'à deviner qu'il s'agissait de radiation. Oui, les experts savaient que lorsqu'ils sont exposés à de fortes doses de radiation, les arbres et les plantes poussent plus vite. Mais les niveaux de radiation sur et autour du cratère étaient faibles. À un moment donné, au cours des 300 dernières années environ, il a dû y avoir du matériel radioactif dans la région. Était-ce une roche spatiale? Un type de volcan unique? Beaucoup d'hypothèses et aucune conclusion. Les expéditions se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, à la recherche de réponses probantes. Attention, cette vidéo va faire du bruit. Les poissons-crapauds ont une capacité unique. Ils peuvent créer un son très fort. L'oreille humaine ne peut généralement pas l'entendre, surtout si un seul poisson émet le son. Mais si plusieurs se mettent à le faire en même temps, tu ne pourras peut-être pas t'empêcher de l'entendre. Les poissons-crapauds vivent au large de la côte de Sausalito en Californie. Et chaque année, des milliers d'entre eux se rassemblent en banc pour faire la fête et crier. Ensemble, ils créent un son collectif qui peut être facilement entendu par les habitants vivant près du rivage. Le bruit que l'on peut décrire comme un bourdonnement sourd peut même pénétrer jusqu'au centre-ville. Certaines personnes sont évidemment gênées par ce bourdonnement constant. C'est un phénomène naturel unique, mais il y a un hic. À un moment donné, les poissons s'éloignent du rivage, mais le son persiste. Par ailleurs, les scientifiques ont prouvé que ce bruit créé par les poissons ne pouvait pas se propager dans la ville, et de nombreux habitants des zones côtières ne l'entendent pas. Malgré tout, certaines personnes continuent d'entendre ce bourdonnement étrange.
Maintenant, imagine que tu as déménagé dans un petit village d'Écosse. Tu loues une chambre, tu dînes et tu vas te coucher. Alors que tu sombres lentement dans le sommeil, un bourdonnement étrange envahit ta chambre. On dirait que quelqu'un a démarré son moteur quelque part au loin. Le son est semblable à celui de basses puissantes qui sortirait d'un haut-parleur. Le bourdonnement t'empêche de dormir, tu as des migraines et même des nausées. Le matin, tu découvres que d'autres habitants entendent aussi ce terrible bourdonnement. Ils te parlent d'une énorme usine située à proximité. Les machines, les moteurs, les chaudières à vapeur, les grandes bouches d'aération et les générateurs émettent un bourdonnement sourd qui traverse l'air. Les ondes sonores se propagent dans tout le village et gênent les personnes à l'ouïe fine. Cela fait plusieurs jours que tu entends ce son et que tu souffres d'insomnie. Et puis un jour, l'usine fait faillite. Les ouvriers quittent leur poste et éteignent tous les moteurs et les ventilateurs. Génial! Tu vas enfin pouvoir dormir en paix. Mais tu sais quoi? Le son ne disparaît pas. Il te suit où que tu sois. Et il ne s'agit pas de l'usine, du poisson ou du moteur d'un camion. Imagine que tu te promènes dans les rues d'une petite ville anglaise. Il y a beaucoup d'avions qui volent au-dessus de toi. Le bourdonnement qu'ils émettent te suit. Même dans ton lit, tu peux l'entendre. Tu te demandes s'il y a un aéroport à proximité. Tu poses la question aux habitants et tu découvres qu'il n'y a même pas de piste d'atterrissage ici. Mais alors, d'où vient ce son? Tu lèves la tête pour regarder en l'air et tu vois un ciel dégagé. Il n'y a pas d'avion, mais il y a du bruit. Et tu n'es pas le seul à l'entendre. Certains habitants sont sûrs que le bourdonnement provient du trafic à grande vitesse sur l'autoroute. Des milliers de voitures roulent dans les deux sens et laissent des ondes sonores massives derrière elles. Mais la nuit, il n'y a pas de voiture, et pourtant, le son reste. Tu es peut-être en train de devenir fou. Les histoires de plusieurs témoins à propos de ce bourdonnement te sauvent de cette folie. Et ce ne sont pas seulement les habitants de cette ville qui en font l'expérience. Environ 4% des personnes sur la planète entendent le bourdonnement. Des inconnus partagent ce bourdonnement qui les empêche de dormir et de se concentrer sur quoi que ce soit. Le son les suit partout et ne s'arrête jamais. Certaines personnes l'entendent toujours, alors même qu'elles déménagent à un autre endroit. Peut-être que tu l'entends en ce moment même et que tu n'y fais pas attention. Alors, fais-y attention. Si tu l'entends une fois, tu ne pourras plus cesser de l'entendre. Il existe un site web et un forum en ligne consacrés au bourdonnement. Des gens du monde entier renseignent les coordonnées des endroits où ils ont entendu ce phénomène mystérieux. Tu peux trouver des milliers de ces coordonnées sur le site et même ajouter les tiennes. Les gens décrivent différents niveaux de bruit et partagent leurs sources. Certaines théories affirment que le bourdonnement n'est autre que le son de notre planète provenant du noyau. D'autres affirment qu'il provient de l'atmosphère. Des scientifiques ont même été consultés, mais ils ne connaissent pas la raison de ce phénomène. Les gens utilisent des micros et des amplis sophistiqués pour enregistrer le bourdonnement. Presque partout, ils détectent une vibration à basse fréquence qu'il est pratiquement impossible pour l'oreille humaine de capter. Elle se mêle au bruit des voitures, des imprimantes de bureau et des rames de métro. Parfois, les gens cessent de l'entendre, mais le bourdonnement augmente lorsqu'ils sont allongés dans leur lit. De nombreux témoignages émanent des habitants de certaines villes industrielles. Parfois, ces chercheurs de son ont réussi à trouver la source. Ils se sont retrouvés dans des usines avec des générateurs en marche où le son pénétrait dans le système de ventilation qui le propageait à l'extérieur du bâtiment. Lorsque les générateurs ont cessé de fonctionner, le son a disparu. Mais ce sont des cas rares. La plupart du temps, personne ne peut trouver la source du bourdonnement. L'un des endroits les plus célèbres où tu peux l'entendre se trouve dans la ville de Taos, au Nouveau-Mexique. Environ 2% des habitants entendent un bourdonnement étrange tous les jours. Certains touristes en font aussi l'expérience. Des scientifiques sont venus dans la ville pour étudier ce mystère, mais n'ont trouvé aucune explication. Selon certaines théories, l'acoustique inhabituelle de cet endroit est à l'origine du bourdonnement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'une hallucination ou du pouvoir de suggestion collective. Tout le monde parle tellement du bourdonnement que le cerveau crée l'illusion d'un son qui n'existe pas. Les habitants croient que la nature du bourdonnement est mystique et associée à de mauvais esprits. Quoi qu'il en soit, personne n'a encore découvert la vérité. Le bourdonnement que les gens entendent partout dans le monde est peut-être le résultat de l'activité sismique des plaques tectoniques sous les eaux océaniques. D'énormes morceaux de la croûte terrestre se déplacent lentement et entrent en collision les uns avec les autres. Cela crée un bruit qui nous parvient sous la forme d'un bourdonnement. Mais pourquoi seules quelques personnes l'entendraient-elles ?
Peut-être qu'environ 4% de la population mondiale possède un sens unique de l'ouïe. Quoi qu'il en soit, les scientifiques n'ont pas non plus été en mesure de confirmer la théorie des plaques tectoniques. Certains chercheurs pensent que les sous-marins en sont la raison. Ils utilisent des signaux radio à basse fréquence pour communiquer dans le monde entier. Ces signaux se propagent à la surface et peuvent affecter le corps humain. Lorsque l'oreille capte ces ondes sonores, elle réagit et provoque des vibrations similaires au bourdonnement. Cela se produit parce que l'énergie sonore à basse fréquence entre en collision avec les tissus mous du crâne et stimule le nerf auditif. En fait, ce n'est même pas un son, c'est une hallucination qui est créée par ton cerveau. Quoi qu'il en soit, personne ne peut confirmer cette théorie non plus. Peut-être que les orages créent le phénomène du bourdonnement. Environ 8 millions d'éclairs frappent la Terre chaque jour. Chaque impact crée une puissante charge électromagnétique. La foudre pénètre dans l'air et le fait résonner entre la surface de la Terre et l'ionosphère. Cela semble compliqué, mais le principe est simple. Imagine que tu souffles dans le goulot d'une bouteille. Tu entends ce faible bourdonnement ? La foudre fonctionne de la même façon avec l'air. Et ce n'est pas qu'un seul coup. Imagine des millions de ces coups de foudre. Les ondes sonores se propagent sur toute la planète et certaines personnes les entendent. Les éclairs frappent la Terre en permanence, si bien que le bourdonnement ne s'arrête jamais. En 1973, des scientifiques ont avancé une théorie selon laquelle la cause du bourdonnement serait le cisaillement du jet stream contre l'air plus lent. En d'autres termes, le vent et les flux d'air rapides croisent les flux plus lents et un sifflement apparaît, amplifié par les tours électriques et les lignes à haute tension. D'ailleurs, les premiers témoignages de bourdonnement sont apparus dans les années 70. Les gens ont découvert l'existence de ce phénomène dans la petite ville britannique de Bristol. Des dizaines de résidents ont entendu ce bruit étrange dans différents endroits de la ville. Au début, ils l'ont ignoré. Puis le son est devenu de plus en plus irritant. Il empêchait les gens de travailler et de mener leur vie quotidienne. Ils n'arrivaient plus à dormir ni à se concentrer sur quoi que ce soit. Dans la ville voisine, il y avait un entrepôt avec des ventilateurs industriels. Les habitants étaient sûrs que c'était la raison du bourdonnement. L'entrepôt a cessé de fonctionner quelques années plus tard, mais le son est resté. Tu peux même encore l'entendre aujourd'hui si tu visites la ville. Il existe de nombreuses théories sur le bourdonnement, mais on peut en éliminer presque la moitié grâce à un seul facteur. Les plaques tectoniques, l'activité sismique, les éclairs, la croûte terrestre et la résonance de l'air sont des phénomènes naturels. Or, les gens n'ont pas parlé du bourdonnement avant les années 70. Si ce phénomène était apparu plus tôt, de nombreux journaux auraient écrit à ce sujet. Donc, manifestement, le bourdonnement n'est pas un mystère de la nature. C'est peut-être une conséquence de toutes nos avancées technologiques. Les usines, les lignes électriques, les avions, les voitures, les bateaux, les trains, les micro-ondes et les générateurs créent un bruit de fond imperceptible que la plupart des gens ignorent. Nous sommes tellement habitués à tous ces bruits que nous avons oublié ce qu'est le silence. Notre cerveau a peut-être créé ce bourdonnement dans notre tête pour répondre à notre monde bruyant. Si tu te mets à écouter attentivement ton environnement à partir de maintenant, quel genre de son vas-tu entendre ? D'où viennent-ils ? Et y a-t-il un bourdonnement parmi eux ? Dans le nord-est de la Thaïlande, une famille d'énormes baleines en pierre nage dans la forêt. Elles font partie d'une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Il y a longtemps, cette partie de la Thaïlande n'était qu'un désert. Les mouvements de la croûte terrestre ont poussé le grès vers le haut pour créer ces montagnes fascinantes. Accessible à tous ceux qui veulent passer la journée à parcourir le réseau de sentiers, ce site est de plus en plus populaire auprès des touristes. Une fois que tu auras atteint le dos d'une des baleines et que tu regarderas la mer infinie de verre qui s'étire en contrebas, tu comprendras pourquoi. Au détour de ces chemins, tu trouveras des cascades, une grande variété de plantes et d'animaux exotiques, et du haut de la colline, tu pourras même voir directement le pays voisin, le Laos. Les formes ressemblent à celles des baleines qui nagent ensemble. Pas étonnant que cet endroit s'appelle le rocher des 3 baleines. Quelle merveilleuse façon de voir la Thaïlande sur le dos d'une baleine géante en pierre. En creusant dans une mine canadienne en mars 2011, un ouvrier a fait une découverte incroyable. Il a trouvé un spécimen de nodosaure presque parfaitement préservé. Ce dinosaure éteint pesait environ 1360 kg et mesurait 5,50 m de long. Bien qu'il ait plus de 110 millions d'années, le nodosaure était si bien préservé que l'on peut voir clairement la lourde carapace et la peau écailleuse qui le recouvrait. Il a fallu presque une année entière de travail minutieux pour dégager l'incroyable trouvaille.
Le fossile a finalement été dévoilé dans un musée canadien en 2017. De façon inattendue, l'analyse de la peau a révélé des nuances qui indiquent que le nodosaure était peut-être capable de se camoufler, comme les geckos et les papillons de nuit des temps modernes. Cela s'ajoute aux épines et aux écailles qui en font déjà un char d'assaut. Encore étudié aujourd'hui, ce nodosaure pourrait être l'un des fossiles les plus importants que l'on ait découvert depuis longtemps. Ces secrets pourraient nous aider à élucider encore bien d'autres mystères du passé. Le manuscrit de Voynich est le document le plus mystérieux du monde. Depuis sa découverte en 1912, il reste un mystère complet pour tous ceux qui l'étudient. Il est abondamment illustré d'étranges images de plantes extraterrestres, d'objets inconnus et de symboles du zodiaque. Mais son aspect le plus intéressant est son écriture. Le langage utilisé dans le texte est complètement indéchiffrable. Personne ne sait ce qu'il signifie, qui l'a écrit, ni où il a été rédigé. On ne sait même pas si c'était un vrai langage fonctionnel ou s'il a été créé pour ce seul texte. Les dessins des différentes plantes sont tout aussi fascinants. La plupart des plantes du manuscrit sont identifiables comme des plantes, mais elles ne correspondent à aucune espèce connue. En Angleterre, un professeur de linguistique appliquée a affirmé avoir déchiffré certains des symboles du manuscrit, mais on n'a à ce jour pas réussi à trouver plus d'informations sur ce texte mystérieux. Si jamais tu as la chance d'aller en Australie, n'oublie pas de visiter les cratères mystérieux du Queensland. À mi-chemin entre Bundaberg et Gingin se trouve l'une des trouvailles les plus déroutantes d'Australie. En 1971, le site appartenait à un fermier qui cultivait des courgettes et des pommes de terre. Alors que le fermier essayait d'agrandir sa ferme, il butait sans cesse sur de gros rochers dans ses champs alors qu'il labourait. En regardant de plus près les roches qui se trouvaient sur son chemin, il a trouvé des fossiles marins et d'étranges cratères. Le fermier a transmis ses trouvailles à des professeurs de géologie qui se sont mis à étudier les formations. Lorsque les géologues ont commencé à creuser dans la région, ils ont découvert une énorme couche de grès et d'ocre qui était jalonnée de cratères. Il y avait 35 cratères au total et l'âge de la couche de roche a été estimé à environ 25 millions d'années. Les scientifiques qui étudient ce mystère pensent que les sources chaudes, l'ancienne activité océanique et les météores sont les principaux responsables de la formation de ces cratères. Et on aimerait bien connaître les personnages qui ont donné à ces villes les noms de Bundaberg et de Gingin. La machine d'Anticythère est une sorte d'ancien ordinateur qui déconcerte toujours les scientifiques par son extraordinaire conception. Il y a environ 2000 ans, un navire grec a coulé au large de l'île d'Anticythère. L'épave a été découverte en 1900 et des plongeurs ont récupéré certains de ces anciens artefacts. Quand les archéologues ont commencé à faire le tri des trouvailles de l'épave, ils sont tombés sur un objet qui ne semblait pas correspondre à quoi que ce soit de connu de l'époque. L'épave était ancienne, mais ils ont trouvé un appareil incroyable qui semblait bien trop avancé technologiquement. La machine fonctionnait comme une calculatrice, permettant à son utilisateur de suivre, avec une précision étonnante, le temps, le mouvement des étoiles, les éclipses, les phases de la Lune et même un compte à rebours pour des événements comme les Jeux Olympiques. Ce niveau de technologie est presque impossible à expliquer pour une épave de la Grèce antique. Aucun mécanisme ne s'est même approché d'une telle machine avant le XIVe siècle, lorsque des horloges à engrenages ont commencé à être fabriquées en Europe. Comment un tel dispositif a-t-il été créé il y a si longtemps, 1400 ans en avance sur son époque? Le naufrage de l'Anticythère et la perte de la calculatrice auraient-ils pu retarder notre développement technologique de plusieurs centaines d'années? En attendant, les monts du Caucase, bordant la mer Noire, sont l'une des rares régions d'Europe qui n'ait pas connu un important impact des humains, même si le terme de caucasien sert à désigner la plupart des personnes à la peau blanche. Les archéologues ont trouvé de nombreuses structures mégalithiques anciennes dans la région. Ces structures, semblables à des maisons, que l'on appelle communément des dolmens, contiennent des bijoux, des outils en bronze et des poteries variées. Les archéologues ne savent pas qui les a construites, ni pourquoi, ni dans quel but. Les structures sont soit deux pierres maintenues ensemble par une grande pierre faisant office de toit, soit des pierres plus petites empilées à la façon d'un mur avec un trou sur un côté. On a même trouvé des bouchons de pierre pour sceller ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui est encore plus étrange avec ces formations, c'est qu'on ne les trouve pas seulement dans le Caucase. On en trouve partout sur la planète, en Australie, en Corée du Sud, en Colombie, en Afrique et même en France. Leur fonction demeure inconnue, ce qui ouvre la voie à de multiples hypothèses. La découverte de la tombe du premier empereur de Chine en 1974 est bien documentée.
qui pourrait oublier la découverte de 8000 guerriers en terre cuite protégeant son entrée? La plupart des statues sont des guerriers, chacun ayant une expression faciale unique. Il y a même des chevaux et des chars en terre cuite, grandeur nature, juste au cas où. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'on n'a pas encore pénétré dans certaines zones du tombeau. Les archéologues sont très réticents à ouvrir le site, car toute la zone est instable. Il pourrait y avoir quelque chose d'étonnant à l'intérieur, mais personne ne veut risquer de perdre un morceau d'histoire si étonnant. Bientôt, les chercheurs enverront de minuscules robots dans les tombes encore scellées pour avoir une meilleure idée de ce qui se trouve à l'intérieur. En attendant, les archéologues doivent attendre un peu plus longtemps pour en connaître les secrets. Dans le sud du Costa Rica, on a découvert une collection de mystérieuses sphères de pierre. Il y en a plus de 300, dispersées dans le paysage, et certaines font presque 2 mètres de diamètre. Personne ne sait à quoi elles servent, ni comment elles ont été créées. Ce que l'on sait, c'est que le matériau avec lequel elles ont été fabriquées est du gabbro, une roche volcanique. Il aurait fallu beaucoup de temps et d'efforts pour sculpter les pierres dans ces formes sphériques parfaites. Les chercheurs pensent qu'elles ont pu être fabriquées par une population aujourd'hui disparue qui n'aurait utilisé qu'à peine quelques outils. La théorie la plus crédible est qu'ils se sont servis de petites pierres pour ciseler les bords des rochers avant d'utiliser du sable pour lisser les faces. Certains pensent qu'elles ont une fonction astronomique ou même qu'elles ont servi de marqueur pour indiquer le chemin vers quelque chose, mais personne n'en sait davantage. Leur signification s'est perdue avec la civilisation qui les a créées. Au large de la pointe sud du Japon et à 120 km de Taïwan se trouve la formation de Yonaguni. Un plongeur local a remarqué ces formations pour la première fois en 1986, alors qu'il cherchait de nouveaux sites de plongée pour y emmener les touristes. En voyant les grandes marches qui ressemblaient à une pyramide, il a cru découvrir une ville sous-marine. Certains archéologues pensent que les structures pourraient être les signes d'une civilisation légendaire du Pacifique, comme l'Atlantide, qui a disparu sous les vagues il y a des milliers d'années. Il y a aussi des marques sur la pierre suggérant un travail d'excavation. Certaines personnes ont même affirmé que des motifs d'humains et d'animaux avaient été gravés dans la pierre. Rien de tout cela n'est cependant étayé par des preuves tangibles. La plupart des experts pensent que la formation est naturelle et que la symétrie des roches a été exagérée. Elles ne sont pas aussi droites que ce qui a été rapporté et il semble que ce soit de la roche solide et naturelle plutôt que des blocs sculptés. En d'autres termes, la ressemblance avec une civilisation engloutie ne serait qu'une coïncidence. En Turquie, les archéologues pensaient avoir trouvé la plus ancienne architecture connue au monde, âgée de plus de 10 000 ans, selon les experts. Trouvés dans une zone qui abritait d'anciennes communautés agricoles, ces monolithes, qui pouvaient atteindre 5,50 m de haut, étaient probablement utilisés au cours de grands événements ou de rituels. Mais on ne sait pas grand-chose sur ces monolithes. Ces grandes structures de pierre semblent avoir une forme humaine avec des motifs d'animaux sculptés. Tout près, des chercheurs ont trouvé des traces d'habitation, ce qui suggère que ces étonnants monuments pourraient avoir marqué le début de l'avancée vers la civilisation moderne. Les artefacts de Kimbaya sont parmi les plus intéressants jamais découverts. Le plus curieux, c'est qu'ils ressemblent à des avions modernes. Ils ont une forme tellement aérodynamique que les scientifiques modernes pensent qu'ils pourraient avoir servi de maquette pour un avion fonctionnel. En 1994, 2 ingénieurs aéronautiques ont créé des modèles à plus grande échelle de ces artefacts. Ils ont prouvé que les modèles volent bel et bien avec un peu d'aide de nos moteurs modernes. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que ces objets ont peut-être des milliers d'années d'avance sur le premier avion des frères Wright. Encore un des mystères fascinants de notre monde.